Le monde grec à l'époque classique, de 500 à 323 avant Jésus-Christ, par Patrice Brun. Chapitre 6. La domination macédonienne, de 338 à 323. Justifie de circonscrire ce titre à ces 15 années. En fait, la domination macédonienne sur le monde grec péninsulaire ne cessa vraiment qu'avec la disparition du dernier souverain de Macédoine, Persée, en 167. Mais les conditions de l'hégémonie macédonienne sont alors très différentes. Le pouvoir macédonien en Grèce propre. En 338 donc, fort de son incontestable victoire sur le terrain, qu'il poursuivit par une promenade militaire dans le Péloponnèse, Philippe chercha à la rendre définitive grâce à une nouvelle organisation politique de la Grèce. Durant l'hiver 338-337, il présida à Corinthe un congrès pan-hellénique qui jetait les bases juridiques d'une ligue, dite de Corinthe, dont le roi était le dirigeant, ou l'hégémon. Les cités s'engageaient par serment à rester fidèles au roi, à ne pas renverser les régimes en place. En préalable, Philippe avait pris soin d'installer un peu partout des gouvernements amis, à ne procéder ni à des libérations massives d'esclaves, ni à des abolitions de dettes. Son but était, en fossilisant la situation dans les cités, d'assurer une tranquillité que les guerres civiles, fréquentes au IVe siècle en Grèce, rendaient impossible. Mais au-delà, et le choix de Corinthe n'était évidemment pas neutre, cette tranquillité en Grèce était rendue nécessaire par le but avoué de la Ligue, une expédition contre les Perses, qu'il fallait punir du sacrilège commis par Xerxès, un siècle et demi plus tôt. Même si, dans le droit religieux grec, un sacrilège n'est pas oublié tant que la purification n'a pas été réalisée, on comprend vite qu'il s'agissait là d'un prétexte permettant de donner un fondement religieux à ce qui était avant tout une volonté d'agression contre les Perses, que Philippe jugeait affaibli après l'assassinat du roi Artaxerxès III et la crise de succession qui le suivit. Il est vain de s'interroger sur les visées réelles de Philippe. Voulait-il, comme son fils y parvint, conquérir l'empire perse et abattre la monarchie achéménide? Voulait-il, comme Isocrate l'y avait encouragé, s'emparer de la partie occidentale de l'Asie mineure, ou seulement, comme les Athéniens l'avaient fait, après 479, chasser les Perses du littoral égéen pour les empêcher d'intervenir dans les affaires grecques? On sait seulement qu'en 336, la première expédition menée par Parménion fut envoyée en Asie. Mais elle fut bien vite rappelée car Philippe fut assassiné. L'assassinat de Philippe en 336, perpétré par un membre de son entourage pour des raisons mal éclaircies, sembla changer la donne. C'est au cours de l'un de ses remariages qu'il fut tué et les soupçons, qu'il n'est possible ni de confirmer ni d'infirmer, se portèrent sur Olympia. Mère d'Alexandre, alors âgée de 20 ans, elle ne pouvait voir avec satisfaction se multiplier les héritiers putatifs de Philippe au gré de ses mariages successifs. Les relations du père et du fils étaient d'autre part outrageuses et tous ces éléments forment un socle plausible pour accréditer l'idée d'un complot familial. Mais on ne saurait en dire plus. La succession de Philippe se fit sans heurts. Malgré son jeune âge, Alexandre était déjà apprécié des troupes et il avait commandé la cavalerie à Chéronée. Pourtant, les règles d'hérédité, on l'a vu avec l'exemple de l'arrivée au pouvoir de Philippe II, étaient loin d'être précises et des neveux de Philippe ne manquèrent pas de partisans. Mais grâce à l'autorité de l'un des plus proches amis de Philippe, Antipatros, il fut acclamé roi par l'Assemblée macédonienne. Il lui fallut moins d'un an pour être reconnu par les peuples que son père avait soumis. La Ligue de Corinthe renouvela certes les serments jurés envers Philippe, mais les traces se soulevèrent. Au printemps 335, dans une expédition qui le mena au nord du Danube, Alexandre les remit au pas. Au cours de cette campagne, le bruit ayant couru de la mort du jeune roi, les Thébains chassèrent la garnison macédonienne, espérant sans doute l'aide d'autres cités. Mais aucun secours n'arriva et les Thébains se retrouvèrent isolés pour subir le siège de leur ville par Alexandre, dont l'armée était grossie de Grecs traditionnellement ennemis de Thèbes, Phocidiens et certains Béotiens. Comme son père l'avait fait en 346, il laissa les Grecs décider du sort de la cité infidèle à ses serments, et ainsi que l'on pouvait s'en douter, le châtiment exécuté par Alexandre se voulut exemplaire. Cité rasée, habitants réduits en esclavage, il y avait là de quoi faire réfléchir d'éventuelles rébellions ultérieures, et le roi pouvait considérer que les Grecs, tranquilles, le temps de son expédition en Asie. C'était d'ailleurs sans doute aussi l'avis de ses ennemis dans les cités, persuadés qu'une campagne militaire contre le grand roi se terminerait par un échec retentissant, condition de leur indépendance. Mais en même temps, devant le rapprochement de plus en plus visible entre la cour achéménide et les cités rétives à l'autorité macédonienne, il était plus que jamais indispensable à Alexandre, pour conserver l'hégémonie en Grèce propre, d'éradiquer toute présence perse sur les bords de la mer Égée. La conquête jusqu'à la disparition de l'empire achéménide. L'armée qui s'ébranle au printemps 334 pour l'Asie, assez hétéroclite.
Les Grecs requis au titre de membres de la Ligue de Corinthe étaient loin d'être majoritaires. 7000 fantassins et 600 cavaliers, au milieu d'un nombre bien plus important de Macédoniens. Au total, cela fait peu, quand on compare ce chiffre au contingent que les Perses pouvaient aligner, et la question des buts d'Alexandre doit être posée. Voulait-il la disparition de la monarchie achéménide, ou bien pensait-il avant tout amputer l'empire de ses territoires occidentaux? C'était déjà la question évoquée pour l'expédition envisagée par Philippe. Avec Alexandre, elle se complique par l'existence, dans les textes tardifs, qui nous font connaître sa geste en Orient. Le récit le plus ancien est celui de Diodore, qui écrit au 1er siècle avant notre ère, d'une auréole légendaire que les historiens du 19e et 20e siècle n'ont pas toujours contribué à dissiper. Souvent considéré comme un héros civilisateur à l'époque où la colonisation avait droit de cité dans les diplomaties occidentales, il est parfois devenu chez certains auteurs récents une brute avinée et sanguinaire. La compréhension des événements est encore compliquée par une analyse longtemps faussée de la situation dans l'Empire perse en 334. Un des lieux communs les plus fréquents en Grèce au IVe siècle, colporté entre autres par Xénophon et Isocrate, voulait que l'Empire fût en plein déclin depuis le début du siècle. Il est à présent admis que cette idée est fausse, née conjointement d'une mauvaise appréciation de la réaction perse ou de l'absence de réaction devant l'irruption en Asie de 10 000 ou des soldats d'Agésilas. Les Perses n'avaient pas le sentiment obsessionnel du sacrilège des Grecs face à l'invasion de leur sol, et d'une volonté manifeste de présenter Artaxerxès II, rival victorieux de Cyrus le Jeune, allié de Spartiate, comme un souverain avili et décadent. Ce n'est donc pas un empire épuisé en proie à des divisions internes mortelles qu'Alexandre allait affronter, même si on le verra, les choix stratégiques de l'armée perse ne furent guère judicieux. L'armée gréco-macédonienne franchit sans encombre l'Hellespont, et Darius III, comme presque tout l'état-major perse, ne prit pas conscience du danger. Seules les troupes des deux satrapies concernées, la Phrygie et la Lydie, furent mobilisées en même temps que les mercenaires grecs commandés par Memnon de Rhodes. En juin 334, les Macédoniens bousculèrent l'armée perse sur les bords du fleuve Granique. Cette victoire donnait à Alexandre les clés de ces deux régions et lui permettait, par le butin fait à cette occasion, de renflouer le trésor vide. Mais s'il avait espéré soulever derrière lui et la bannière et la liberté retrouvée des cités grecques d'Asie mineure, il dut très vite déchanter. En réalité, les cités, privées de toute armée perse, n'avaient d'autre choix que de se livrer à Alexandre, ce qu'elles firent sans enthousiasme, et encore pas toutes. Halicarnasse, où s'étaient réfugiés de nombreux opposants grecs à Alexandre, fut l'objet d'un siège difficile qu'Alexandre préféra confier à l'un de ses officiers pour continuer sa progression. Après avoir soumis la Carie intérieure où il passa l'hiver, il remonta vers le nord en Grande Phrygie, avant de revenir sur la Méditerranée au niveau de la Cilicie, en printemps 333. Il apprit alors qu'une vaste contre-offensive maritime avait été déclenchée par les Perses sous le commandement de Memnon, qui réussit à soulever les îles de l'Égée. La mort brutale de l'amiral rhodien ne changea pas immédiatement la donne puisque son neveu Pharnabase prit la tête de la flotte. Une rencontre à Siphnos, une petite île de l'archipel des Cyclades, entre Pharnabase et le roi de Sparte Agis III, permet de comprendre les enjeux. C'est une rébellion sur les arrières de l'armée d'Alexandre qui se préparait. Elle échoua cependant, d'abord parce qu'Alexandre confia à l'amiral Égélocos la mission de regagner les positions perdues dans les îles, ce qu'il fit, d'autant plus énergiquement que Darius avait préféré ne pas attendre plus longtemps d'hypothétiques succès lointains pour en finir personnellement avec Alexandre. Il ordonna donc le retour d'une partie des soldats commandés par Pharnabase. À la frontière entre la Cilicie et la Syrie, près d'Issos, les deux armées se rencontrèrent. Darius commandait personnellement ses troupes et la tactique adoptée par Alexandre prit le dessus. Certes, toute l'armée perse n'avait pas été anéantie. La plupart des mercenaires grecs, au service des Perses, purent rejoindre leurs bateaux, la cavalerie et le roi lui-même s'échappèrent. Mais il n'avait pas eu le temps de mettre son camp, ni surtout sa famille à l'abri. Les rois achéménides en campagne se déplaçaient en grande pompe, qui tombèrent aux mains des Macédoniens, en novembre 333. Alexandre poursuivit sa route vers le sud, sourd aux avances de paix proposées par Darius. Presque toutes les cités phéniciennes se soumirent, sauf Tyr, qui, protégé par son insularité, pensa préférable de résister. Après un siège très long au cours duquel la capacité polyurcétique des Macédoniens atteint son apogée, la ville tomba, été 332. Ce succès macédonien complétait la reconquête progressive de la mer Égée par Égélocos. Sans aucun port aux mains des Perses, la flotte phénicienne n'était désormais plus un danger.
Mais s'il voulait en finir militairement avec Darius, Alexandre ne pouvait laisser derrière lui la riche satrapie d'Égypte. Il se résolut donc à marcher sur Memphis après le siège de Gaza, qui le retarda quelque temps encore. Le satrape perse ne chercha d'ailleurs pas à résister, et Alexandre fut d'autant mieux accepté par les Égyptiens que les Perses n'avaient jamais admis l'originalité politique et religieuse du pays. Le séjour d'Alexandre témoigne d'une modification très nette du roi, de sa personnalité et de ses ambitions, car il est en premier lieu reconnu par les Égyptiens comme pharaon, ce qui donnait une dimension religieuse tout à fait nouvelle à l'homme, mais aussi à ses perspectives personnelles. De plus, conscient des potentialités économiques du pays, il fonda durant l'hiver 332-331 la ville d'Alexandrie, pour relayer le comptoir économique qu'était Naucratis depuis presque 3 siècles. Enfin, et c'est sans doute ce qui frappa le plus les contemporains, Alexandre traversa le désert occidental depuis le delta du Nil jusqu'à l'oasis de Siwa, siège d'un sanctuaire oraculaire du dieu Amon, que les Grecs avaient identifié à Zeus. La réponse du dieu était très favorable et Alexandre fut reconnu fils de Dieu. Si cette désignation était d'une banalité extrême pour un pharaon, elle devenait extraordinaire s'agissant d'un grec. Mais les exploits à coup sûr inimaginables au début de l'expédition, qu'il avait réalisés depuis 3 ans, pouvaient accréditer chez les Grecs l'idée qu'à tout le moins il était protégé des dieux. Et l'on verra plus loin qu'en Grèce, le héros est un homme devenu dieu par la réalisation d'exploits surhumains. Lorsqu'Alexandre quitte l'Égypte pour affronter de nouveau Darius, celui-ci a certes eu le temps de réorganiser son armée, mais former des contingents des satrapies orientales, elle est hétéroclite et, malgré sa supériorité numérique, manque de fantassins capables de résister à la phalange macédonienne. De plus, Alexandre sut faire montre de qualité de stratège remarquable, et à Gaugamélès, au nord de la ville d'Arbel, en octobre 331, l'armée macédonienne met en déroute l'armée perse et Darius est obligé de fuir. Contrairement à Issos, il n'a plus de solution de repli et son armée a disparu. En fuite, il sera finalement assassiné quelque temps plus tard par les troupes du satrape de Bactriane, Bessos, qui se fit proclamer grand roi. Avant de se lancer contre lui, que la propagande macédonienne accusa d'usurpation, Alexandre fit le tour des capitales de l'Empire perse. Babylone d'abord, qui lui ouvrit ses portes. Il passa à la tête de la satrapie Mazéios, l'ancien satrape de Syrie, qui avait soutenu jusqu'au bout Darius et dont les troupes avaient brillamment résisté à Gaugamélès. Puis il partit pour Suse et Persépolis, où il s'empara des immenses trésors accumulés depuis 2 siècles par les Achéménides. La prise de cette dernière ville, mise à sac et détruite par les Macédoniens, symbolisait de manière forte la fin de l'empire créé par Cyrus. Les richesses récupérées permettaient à Alexandre de recruter, en masse, de nouveaux mercenaires pour la poursuite de ses opérations, en même temps qu'il pouvait renvoyer un premier contingent de vétérans munis de confortables cadeaux. La mort de Darius et la volonté affichée par Alexandre de punir ses assassins plaçaient en quelque sorte l'expédition à un point de non-retour. Jusque-là, l'on pouvait admettre que le Macédonien agissait dans le cadre du mandat que lui avait confié la Ligue de Corinthe, à savoir punir les sacrilèges commis par les Perses lors des guerres médiques. Mais à présent, pourquoi continuer à parcourir un empire qui n'existait plus, livré aux forces centrifuges qui avaient été de tout temps son talon d'Achille, sinon pour récupérer à son profit propre toutes les terres autrefois soumises à la monarchie achéménide et pour obéir à la volonté de puissance d'Alexandre. Le livre ajoute une carte avec une zone géographique allant de la mer Égée à l'Indus en nous représentant le trajet de l'expédition d'Alexandre avec les batailles et les villes traversées. La constitution de l'empire d'Alexandre. Le choix de se poser en vengeur de Darius n'allait en effet pas sans de lourdes contradictions. Mais on aurait tort, sans doute, de comprendre ce moment certes important de l'expédition d'Alexandre comme un tournant que rien ne laissait prévoir. En effet, dès le début de la campagne, Alexandre se distingue par son père, simple roi des Macédoniens. La tradition veut qu'il ait apporté avec lui un exemplaire de l'Iliade et se soit identifié à Achille. L'on sait aussi qu'il était accompagné d'historiens et de poètes chargés de chanter ses exploits. D'autre part, on a vu que dès son passage en Égypte, son désir de consulter l'oracle d'Amon et l'utilisation par ses soins de la réponse qu'il aurait reçue témoignent d'une modification de son attitude. Disons alors que les événements de 330, en faisant par sa volonté d'Alexandre le successeur de Darius, ont rendu évident un changement dans sa manière d'être roi. Et c'est au sein de l'armée macédonienne en priorité que les premières réactions négatives se développèrent. La première manifestation d'opposition fut celle de Pharménion,
compagnon d'armes de Philippe, qui, sans doute, avant même l'entrée en Égypte, avait fait état de son scepticisme sur le devenir de l'expédition. C'est tout autant l'esprit de conquête indéfinie qu'il soupçonnait chez Alexandre que la transformation progressive de la vieille monarchie macédonienne qui l'inquiétait. La méfiance était réciproque, et Alexandre commençait, de son côté, à se garder des membres de la génération de son père, peu enclin à une campagne qui compromettait les bases traditionnelles de la royauté. Parménion étant populaire dans l'armée, il fit croire que le fils de ce dernier, Philotas, fomentait un complot contre sa personne. Sous la torture, Philotas avoua ce qu'on lui demandait, y compris l'invraisemblable culpabilité de son père. Il fut condamné à mort par l'assemblée macédonienne. Exécuté, et Alexandre, dont l'armée avait déjà franchi les portes caspiennes, envoya des hommes assassiner Parménion, qui commandait la garnison d'Ecbatane en Médie, en 330. Il y a là, sous la forme la plus brutale qui soit, l'expression d'un changement drastique dans les buts de l'expédition et dans l'appréhension par Alexandre de son rôle de roi. Le but officiel étant désormais de venger la mort de Darius, Alexandre put s'appuyer, fait de nouveau, sur de nombreux Perses, désormais ralliés à sa personne, sinon à sa cause. Dès le début de la conquête, il n'avait pas reculé devant l'audace de confier le gouvernement d'une satrapie conquise à un prince autochtone, parfois même celui qui le détenait au nom de Darius. Même chose en ce qui concerne l'armée. Certes, pouvait-on toujours compter sur des arrivées de nouveaux mercenaires grecs, plusieurs milliers vinrent grossir son armée à Bactre durant l'hiver 329-328, mais ces troupes n'étaient pas encore aguerries, ni toujours adaptées au terrain montagneux de ces régions. La décision d'enrôler progressivement des Iraniens dans l'armée procède donc tout autant d'une volonté royale d'intégrer ses anciens adversaires sous sa bannière que d'une nécessité pratique. La poursuite du prétendant Bessos l'amena en Drangiane, où pour contrôler la région, il fonda la première Alexandrie asiatique, en la peuplant de colons gréco-macédoniens, manière de montrer que la présence de ses troupes en Orient n'était pas temporaire. Puis il se dirigea vers l'Arakosie, en fondant une nouvelle Alexandrie, aujourd'hui Kandahar, au sud de l'Afghanistan. L'hiver 330-329 se passe dans la région de Kaboul, avant qu'Alexandre, au printemps 329, ne se lance dans la difficile conquête des satrapies orientales de Bactriane et de Sogdiane, aux limites de l'Afghanistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Difficile certes en raison du relief et du climat, mais aussi parce que les populations, extrêmement diverses, mêlant nomades et sédentaires, avaient toujours fait accepter par les rois perses leur particularisme. Si la conquête de la Bactriane se fit sans grande difficulté, Bésos, ayant choisi de refuser le combat, il en alla autrement de Sogdiane. Dans un premier temps, tout se passe favorablement puisque les nobles sogdiens lui livrèrent Bessos, pensant détourner le roi de leur terre. Mais devant l'intransigeance d'Alexandre, une grande révolte secoue la Sogdiane, embrasant en même temps la Bactriane. Alexandre n'était pas l'adepte de demi-mesure et une répression féroce mit la Sogdiane à genoux. Les villes fondées par Cyrus pour la contrôler et la protéger des incursions des nomades du nord furent détruites. La satrapie confiée à l'un de ses proches, Cléitos, qu'Alexandre devait d'ailleurs, peu après, tuer de sa main au cours d'une beuverie dont la cour était coutumière, en 328. Au-delà de l'anecdote, les motifs de la discussion qui s'envenima et qui furent, aux dires des sources, la lancinante question de la disparition des usages macédoniens, montrent que l'affaire de Philotas et Parménion avait laissé des traces. Ce ne fut pas non plus la dernière fois que cette querelle ressurgit. Toutefois, le Sogdien Spitamenès continuait à mener, après l'exécution de Bessos, une guérilla très dure contre les troupes d'Alexandre constamment en mouvement. Mais de plus en plus privés de bases solides, ils ne pouvaient plus compter que sur des populations nomades, lesquelles, instruites sans doute par la manière dont Alexandre avait réduit la rébellion de Sogdiane, le massacrèrent. J'ajoute en note personnelle que le sujet de la dernière phrase est un peu confus, et poursuit. Pour Alexandre, c'était une sérieuse épine qui lui était ôtée, et il put hiverner à Bactre. C'est à ce moment que devait éclater un nouvel incident, révélateur des tensions qui existaient dans l'entourage du roi. Au cours d'une cérémonie, les dignitaires iraniens saluèrent Alexandre à la mode perse, non point en se prosternant comme on le dit parfois, mais en s'inclinant devant lui, en proskinèse. Alexandre parut souhaiter l'adoption par tous de cette coutume perse montrant la supériorité reconnue du roi, chose que les gréco-macédoniens, habitués à ne s'incliner que devant les dieux, repoussèrent énergiquement. Le neveu d'Aristote, Callisthène, venu dans l'entourage du roi pour chanter les louanges de l'expédition, condamna en termes vifs l'introduction de la proskinèse. Si la proposition d'Alexandre trouva quelque soutien, il semble que la majorité de la cour y était hostile, et le projet fut abandonné.
Le ton de la réplique de Callisthène devait cependant lui valoir d'être exécuté quelque temps plus tard. De Bactre, Alexandre traverse le massif de l'Indo-Kush pour descendre dans la plaine de l'Indus, à la conquête des régions abandonnées après Darius Ier par les Achéménides, que les sources anciennes appellent l'Inde ou le Gandhara, et qui correspond à l'actuel Pakistan. Il y trouve une situation très complexe. Le prince Taxila, craignant l'attaque de son voisin oriental, Poros, avait fait des avances à Alexandre. À la tête d'une immense armée, forte de plus de 100 000 soldats de toutes origines, il parvient sans trop de peine à occuper le pays, plaçant à la tête des zones contrôlées des satrapes, avant tout chargés de lever des troupes et de coordonner leurs mouvements. Fort de cette alliance de fait, Alexandre affronte à l'est de l'Hydaspe, l'actuel Gélum, les troupes du roi Poros, comprenant entre autres plus de 100 éléphants de guerre en 326. Victoire certes, mais au prix de très lourdes pertes qui pesèrent à coup sûr dans la lassitude que l'on devine parmi les Macédoniens. Se contentant d'une autorité de fait sur le royaume de Poros, Alexandre accepta de suivre celui-ci dans une marche encore plus vers l'est, qui devait déboucher sur la plaine du Gange, alors totalement inconnue des Grecs. Mais devant l'Iphase, l'actuel Sutlej, les troupes refusèrent d'avancer, peut-être parce qu'une nouvelle bataille contre des éléphants se dessinait, peut-être parce que la lassitude évoquée plus haut était devenue trop forte. Cette progression vers l'est n'avait servi à rien, puisque le pays fut remis à Poros, qui en échange donnait des éléphants. Alexandre prit la décision de descendre d'Hydaspe, puis l'Indus jusqu'à la mer, mais ce ne fut pas une promenade militaire car il dut se frayer un chemin au milieu de populations hostiles, notamment dans le Sindh, la basse vallée de l'Indus, où les combats furent d'une grande violence, en 325. De Patala, la ville située sur le delta, l'armée se fractionna en deux. La flotte, forte de plusieurs centaines de bâtiments, qui avaient descendu l'Indus, partit vers l'Occident, sous le commandement de Néarque, tandis qu'Alexandre entamait vraiment son retour. Mais il le fit dans des conditions dramatiques, à travers le désert de Guédrosie, dans le Balouchistan, au milieu de populations toujours aussi hostiles. Les pertes humaines de l'armée d'Alexandre furent considérables, mais elle put finalement passer et rejoindre les régions de Carmanie, au sud de l'Iran actuel, plus hospitalière. Son retour dans les pays grecs s'amorçait. Sans doute, des informations amplifiées et déformées par la distance avaient-elles filtré en Grèce depuis l'Extrême-Orient. On savait à quoi s'en tenir, sur les incroyables exploits du roi. Beaucoup en espéraient encore une fin moins heureuse, sans parler des cités de Grèce, toujours hostiles mais totalement muselées depuis la destruction de Thèbes et la défaite d'Agis III de Sparte. Il ne manquait pas de Macédoniens pour considérer d'un mauvais œil la tournure des événements. Antipatros, le régent de la Macédoine notamment, peut-être dès l'exécution de son compagnon d'armes Parménion, était de ceux-là. D'autres responsables, iraniens ou macédoniens, mis en place sur le chemin de la conquête, avaient pris leurs aises et pratiquaient une politique fort indépendante, comme le satrape d'Égypte, Cléomène, ou surtout le trésorier général de l'Empire, satrape de Babylonie, Harpale. Devançant le retour du roi, Harpale gagna Tarse avec des mercenaires et 5000 talents. L'Odyssée d'Harpale, obtenant après un premier échec l'asile d'Athènes, créa une grave tension entre Alexandrie, furieux de voir la vieille ennemie accueillir un traître, et la cité, qui chercha à gagner du temps en emprisonnant Harpale dans un premier temps, puis en le faisant partir en 324. D'un strict point de vue athénien, l'épisode d'Harpale se solda par la disparition d'une partie importante de l'argent que le trésorier avait amené avec lui, et l'enquête diligentée par l'Aréopage convainquit Démosthène et Démade de détournement. Cette reculade athénienne avait malgré tout peu de chance de la faire revenir dans les bonnes grâces du roi. En quelque sorte, Alexandre avait pour tâche prioritaire, maintenant qu'il était sur le chemin du retour, de réorganiser un empire qui, en son absence, avait vu se multiplier les potentats locaux. Presque tous les satrapes furent changés. Parmi les exceptions, Cléomène de Nocratis en Égypte, Antigone le Borgne en Grande Phrygie. Et l'autorité du roi, désormais successeur des Achéménides, ne devait souffrir aucune contestation. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre la décision, prise en janvier 324, et communiquée aux cités grecques aux Jeux olympiques suivants, connue sous le nom de Rescrit de Suse, par laquelle il obligeait l'ensemble des cités grecques à rappeler leurs bannis. Cette décision, dans l'esprit d'Alexandre, était peut-être un moyen définitif d'empêcher la perpétuation des guerres civiles dans les cités à un moment où elles allaient devoir réintégrer bon nombre de vétérans grecs de son armée. Pris sans la moindre concertation avec les cités, le Rescrit de Suse illustrait aussi
pour les Grecs de façon brutale le changement de statut d'Alexandre. Il l'avait quitté hégémon de la Ligue de Corinthe, il le retrouvait, indirectement certes, grand roi. De nombreux historiens ont fait le rapprochement entre le rescrit de 324 et la paix du roi de 386. Même décision univoque et surtout même menace en cas de non-respect. De plus, il semble que Nicanor de Stagyre, chargé de faire la proclamation du rescrit à Olympie, ait été porteur d'une autre volonté royale, celle d'être reconnu Dieu invaincu, par le biais d'un culte rendu dans les cités. L'affaire fit grand bruit en Grèce, et nous en avons des échos à Athènes. Celle-ci, comme les autres, finit par accepter de mauvaise grâce, plus, on s'en doute, par crainte de représailles éventuelles que par admiration sincère. Mais en Macédoine même, le régent Antipatros, de plus en plus méfiant devant l'évolution d'Alexandre, se garda bien d'appliquer les exigences du roi. Grec comme macédonien, était persuadé du retour d'Alexandre en Grèce. Pourtant, depuis le temps qu'il avait intégré dans son armée des éléments orientaux qui lui étaient fidèles, le visage de celle-ci avait été changé. Le noyau macédonien, encore important, espérait revoir le pays natal avec son roi, qui gouvernerait l'immense empire depuis la Macédoine. Quant à Alexandre lui-même, on a vu les modifications de son comportement qui l'avaient peu à peu fait passer de roi des Macédoniens au roi Alexandre. En février 324 se placent les noces de Suse, dans lesquelles la plupart des compagnons et taille-roi furent persuadés d'épouser des filles de la noblesse iranienne. Lui-même, sans répudier Roxane, à laquelle il s'était uni en 327, en épousant deux autres. Le message que le roi voulait faire passer était clair, celui d'une collaboration effective des Iraniens et des Macédoniens, unis dans la soumission à sa personne. Mais bien entendu, ce message s'adressait en priorité aux Macédoniens, qui n'étaient pas gagnés d'avance à cette idée. La cour de 324 n'a plus rien à voir avec celle de 334. Outre les nombreux Iraniens qui entouraient le roi aux premières places, l'étiquette perse avait remplacé depuis longtemps l'atmosphère simple et directe de la cour de Péla. L'affaire de la proskynaise était encore dans toutes les mémoires. Lorsque à Opis, un peu au nord de Babylone, les Macédoniens comprirent qu'Alexandre resterait pour de bon en Asie, ils se révoltèrent. Certains l'engageant, par exemple, à aller désormais faire campagne avec son père, Amon. Alexandre réagit à sa manière, en faisant exécuter les meneurs, puis en s'enfermant avec ses soldats orientaux, pour faire comprendre aux Macédoniens qu'il n'avait plus besoin d'eux. Au bout de quelques jours, toutefois, la réconciliation eut lieu, et 9000 vétérans, après une cérémonie dans laquelle Alexandre pria pour la concorde entre Perses et Macédoniens, prirent le chemin du retour, sous le commandement de deux vieux officiers, Cratère et Polyperchon. Il y a lieu de croire que Cratère avait aussi pour mission de remplacer Antipatros, décidément trop indépendant et rétif aux orientations nouvelles. Au début de 323, installé à Babylone, Alexandre est au fait de sa gloire. Les désordres que son absence de plusieurs années dans les satrapies extérieures avait engendrés ont été réglés. La fusion entre Iraniens et Macédoniens, qu'il appelait de ses vœux, devenait une réalité, du moins dans l'armée. Mais en juin 323, à l'âge de 33 ans, Alexandre était emporté par une maladie brutale, laissant un empire sans tête. Son épouse iranienne, Roxane, était enceinte, et il n'y avait personne de sa famille à l'exception d'Aridée, un demi-frère faible d'esprit, pour reprendre le flambeau d'un conquérant à ce point hors norme. En d'autres termes, sa succession et l'avenir de l'Empire étaient des plus incertains. Il n'est évidemment pas aisé de faire un bilan de ces 11 années qui ont transformé le monde antique, brisé un immense empire et ouvert à la civilisation gréco-macédonienne des zones d'expansion inconnues. Bien sûr, on peut souligner que l'armée d'Alexandre, se déplaçant avec rapidité, n'a guère modifié les structures de pouvoir des régions conquises, mais encore les structures sociales, et que, une fois parti, et même en laissant des garnisons dans les zones stratégiques, tout redevenait comme avant. C'est bien entendu le cas pour les satrapies les plus orientales, dont on peut à juste titre se demander si le roi aurait été capable de les maintenir sous son autorité longtemps. On peut tout autant remarquer que sa politique de fusion entre Macédoniens et Iraniens, qui n'était jamais qu'une manière d'être obéi et reconnu par tous, disparut avec lui. Dès le lendemain de sa mort, la plupart des nobles macédoniens répudièrent l'épouse iranienne qu'Alexandre leur avait imposée, sauf le cas mérité d'être souligné de Séleucos, qui devait plus tard revendiquer à son profit les terres orientales de l'Empire. Sans porter des jugements sur la psychologie du personnage, toujours aléatoire, on peut relever que les anciens évoquaient son désir, Pothos, d'aller toujours plus loin dans les conquêtes, désir incontrôlé l'amenant vers des régions où il ne pouvait se maintenir, qui ne lui a cependant jamais fait confondre le possible et le chimérique.
Certaines sources parlent aussi d'un dessein occidental qui, s'il avait vécu, aurait poussé Alexandre à entreprendre une guerre contre Carthage. Les modernes ont largement pris leur part à la question et partisans et adversaires du roi se sont affrontés dans un débat dont les préoccupations contemporaines étaient, on l'a vu plus haut, rarement exemptes. Aussi, plutôt de chercher à savoir si Alexandre fut ou non un héros romantique et civilisateur, fut ou non un être primaire esclave de ses sens, questions qui ressortent avant tout aux préoccupations contemporaines et qui n'obtiendront jamais de réponse satisfaisante, il est préférable de s'interroger sur son œuvre, sur ce qu'il laisse. Il laisse derrière lui tout d'abord la fondation de plusieurs Alexandries, toutes à l'est de l'Euphrate, à l'exception de celle d'Égypte, modèle des futures fondations royales hellénistiques. Il est assez peu probable qu'en fondant des cités et en y plaçant des soldats gréco-macédoniens, Alexandre poursuivait le but à terme d'helléniser les indigènes. La fusion qu'Alexandre appelle de ses vœux concerne les élites. Il s'agissait pour lui de répondre en priorité à des problèmes d'ordre militaire, même si dans le cas de certaines fondations, en Égypte, au fond du golfe Persique, des préoccupations commerciales ne sont pas absentes. Sans doute, l'hellénisme s'entendra-t-il ou se maintiendra-t-il longtemps grâce à ces villes, mais tel n'était pas leur but premier. Alexandre laisse également derrière lui une nouvelle conception du pouvoir. Jusqu'à une date somme toute récente, on acceptait l'idée que l'expédition d'Alexandre, en donnant au monde grec une étendue considérable, avait en même temps fait disparaître l'esprit de la cité grecque. Or, on vient de le voir, c'est par la fondation de cités qu'il a pensé mieux contrôler ses conquêtes, cités bâties sur le modèle grec, tant dans l'architecture que les institutions. Ce qui change vraiment, mais qui date déjà de Philippe, c'est que l'hégémonie n'est plus détenue par une cité, mais par un monarque, et nul doute que les exploits militaires d'Alexandre, ce sont toujours des victoires militaires qui, en Grèce, pour ne parler que d'elles, ont donné les fondements juridiques de l'hégémonie, soit et renforcé cette situation. Plus encore, sans doute, la dimension religieuse du pouvoir d'Alexandre est une nouveauté. Les numismates ont depuis longtemps relevé l'évolution des thèmes religieux des monnaies royales, faisant du roi un nouveau Héraclès. La fusion du monde connu autour de sa personne ébaucha un culte accepté avec ironie par les Grecs de son temps, lesquels, dans le meilleur des cas, le considéraient comme protégé des dieux, mais qui allait cependant être décisif les années suivantes. 30 années plus tard, recevant dans leurs murs le fils d'Antigone le Borgne, le roi Démétrios, Pollueur VII, les Athéniens l'accueillent tel un dieu, lui réservant comme lieu de résidence le Parthénon. Non seulement Alexandre a bouleversé le monde antique et ses mentalités, mais il a semé des graines qui fructifièrent une génération plus tard à peine. Si l'on se retourne sur presque 2 siècles d'histoire, on est frappé par la rapidité des changements qui se sont opérés. De petites cités étriquées, aux horizons bornés, ont laissé place, par le jeu de domination successive, à une hégémonie qui s'avéra plus forte que les précédentes. Mais les valeurs qui s'imposent face à l'Empire perse sont toujours celles qui, avec d'inévitables inflexions, étaient celles des combattants de Salamine ou de Platée. L'on va voir à présent, en passant du conjoncturel au structurel, de l'événement ponctuel au fait de civilisation, comment en se transformant sous l'effet de contraintes très dures et de guerres presque permanentes, en valorisation des traditions tout en les adaptant à un monde changeant, les Grecs ont conservé ce qui fondait leur irréductible originalité.